À la fin des années 30, la marine américaine cherchait un chasseur embarqué pour assurer la supériorité aérienne en cas de conflit. Grumman, peu expérimenté dans les chasseurs modernes, a conçu le F-4F Wildcat, initialement jugé inférieur à ses concurrents. Cet avion robuste est vite devenu un pilier lors de la première phase de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait face au redoutable Mitsubishi A6M0 japonais. Il fut le principal cheval de bataille de la marine américaine jusqu'à l'arrivée du F-6F Hellcat en 1943. Découvrons cette histoire dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Le développement du Wildcat a commencé avec le biplan Grumman FF, le premier chasseur naval américain doté d'un train d'atterrissage rétractable. Grumman a développé le F2CEF et le F3CEF à partir de ce design, préparant le terrain pour le futur F4F sujet de cette vidéo. Initialement, la marine des États-Unis favorisait un modèle monoplan de Brewster, le F2A1 Buffalo, et n'a considéré le Grumman XF4F1 que comme une alternative de secours. Grumman, réalisant l'infériorité de son biplan face au Buffalo, a repensé l'avion et créé le prototype XF4F2, un monoplan doté du train d'atterrissage rétractable manuel de ses prédécesseurs. Lors des premiers essais, le Buffalo, jugé plus maniable, fut préféré, mais Grumman ne se découragea pas. Il a modifié ce second prototype avec une aile, une queue et un moteur suralimenté neuf. Le résultat fut le XF4F3, un chasseur plus puissant, qui a finalement reçu des commandes de production en 1940. La France avait commandé ces avions, mais après sa chute en 1940, ils furent envoyés au Royaume-Uni et renommés Marlet. En 1941, le Wildcat est adopté par la marine américaine et combat rapidement dans le Pacifique face au Mitsubishi A6M0 supérieur. Bien que le Wildcat ait eu des désavantages en vitesse et en maniabilité, sa résistance et son blindage lui ont permis d'encaisser des coups qui auraient été fatals pour un Zéro. Son système de réservoir auto-obturant réduisait aussi le risque d'incendie au combat. Pour contrer la supériorité des chasseurs japonais, le pilote Touch a élaboré une tactique de combat en binôme permettant au Wildcat de se couvrir et d'exploiter la faiblesse structurelle du Zéro. Ces avions ont pris part à des batailles clés comme la mer de Corail et Midway, jouant un rôle crucial dans la défense des porte-avions américains. Il a aussi joué un rôle clé lors de Guadalcanal, où des tactiques efficaces ont limité l'avantage japonais dans les airs. Alors que les Américains combattèrent dans le Pacifique, la Royal Navy utilisait les Martlet pour défendre les convois de l'Atlantique. Les avions britanniques ont montré leur valeur en opérant depuis de petits porte-avions d'escorte, contrairement aux Spitfire navalisés. Leur première victoire a eu lieu en décembre 1940 lorsqu'ils ont abattu un Junkers HU-88. Les Marley ont aussi été essentiels pour défendre les convois contre les bombardiers allemands FW-200 Condor. En 1944, les Britanniques ont abandonné Martlet pour reprendre le nom Wildcat. Malgré ses atouts, le Wildcat avait des détracteurs. Le pilote Jimmy Thatch, déjà mentionné, a développé des tactiques efficaces mais est resté très critique sur les performances de l'avion. Il soulignait que ses succès étaient dus davantage à l'habileté des pilotes américains et aux erreurs des Japonais qu'aux capacités du chasseur lui-même. Les limites du Wildcat étaient évidentes lors de batailles comme celle de Guadalcanal, où il a parfois subi de lourdes pertes en n'étant pas capable de prendre de l'altitude à temps et en devant accepter les attaques ennemies. Sa robustesse a permis à de nombreux pilotes de rentrer à la base après des tirs qui auraient détruit d'autres avions. C'était un monomoteur à aile médiane, poids maximal au décollage de 3367 kg et autonomie de 1360 km. Avec ses réservoirs internes, sa vitesse maximale atteignait 533 km/h.
Il avait 2 points d'ancrage pour emporter 2 bombes de 100 livres ou des réservoirs de 220 litres. Il est curieux que la conception originale du Grumman F4 F1 était un biplan qui s'est avéré bien inférieur aux conceptions rivales, ce qui a rendu nécessaire une refonte complète, en monoplan, qu'ils avaient appelé F2. Cette conception n'était toujours pas compétitive avec le Brewster F2A Buffalo qui a reçu les premières commandes de la marine des États-Unis. Mais quand le F4 F3 a reçu un moteur plus puissant, le Pratt & Whitney Twinwast R1830 à 14 cylindres, avec compresseur à 2 étages. Des avions F4 F3, 4 mitrailleuses calibre 50 et la version suivante, la F4, incorporait 6 mitrailleuses et des ailes repliables pour faciliter son stockage sur les porte-avions, mais cette variante ne plaisait pas aux pilotes américains. La même quantité de munitions était répartie dans 2 canons de plus. Un F3 disposait de 34 secondes de tir, tandis que les 6 canons limitèrent la munition à 20 secondes. De plus, les canons et ailes repliables ajoutaient du poids et réduisaient les performances. D'autres variantes apparurent, dont la M1 de General Motors à 4 mitrailleuses, utilisée surtout par la marine royale britannique sous le nom Marlette 5 et la FM2. Modèle amélioré avec moteur Wright 1820 plus puissant à 9 cylindres meilleure montée et armement optimisé. Connu au Royaume-Uni comme Wildcat 6, le F4 F7 était une variante de reconnaissance photo, sans blindage ni armement. Il avait des ailes humides, c'est-à-dire qu'elles pouvaient transporter du carburant et n'étaient pas repliables, transportant 2100 litres supplémentaires de carburant. Et juste pour mentionner cet appareil, il y a aussi eu le F3S Wildcat Fish qui était une tentative d'hydravion avec des flotteurs jumeaux, mais un seul prototype a été construit. Le Wildcat fut remplacé en 1943 par des chasseurs plus modernes, tels que le Grumman F6F Hellcat et le Boat F4U Corsair, capables d'affronter le zéro dans de meilleures conditions. Cependant, cet appareil est resté en service sur les porte-avions d'escorte jusqu'à la fin de la guerre, démontrant qu'il était un avion fiable et efficace. Au total, 7885 unités toutes variantes confondues avaient été construites. La dernière attaque aérienne en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale a été menée par des avions britanniques le 5 mai 1945 en Norvège. Avec cela, le Wildcat a clos son histoire de combat, s'imposant comme le chasseur naval le plus important des premières années du conflit. Imagine tout l'historique et l'évolution des aéronefs réunis, avec données techniques, contexte historique et modèles emblématiques, en un seul lieu. Aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, j'aimerais aller un peu plus loin et te présenter l'Aéropédie, la grande encyclopédie de l'aviation. Et le meilleur, c'est que le premier fascicule est déjà disponible. Depuis petit, je rêvais d'avoir ma propre aéropédie après avoir lu des magazines et livres aéronautiques, et je voulais la partager avec vous. Après des années à partager l'histoire de l'aviation ici, j'ai voulu créer un support à lire, consulter et collectionner, pas seulement à regarder. Cette encyclopédie numérique regroupe les avions emblématiques et ceux, moins connus, ayant joué un rôle clé dans l'histoire. Chaque fascicule vous apporte une vue complète sur l'histoire et l'évolution de chaque aéronef, avec des détails techniques clairs et accessibles, comme dans les vidéos, photos, graphiques exclusifs et ce que nous avons vu sur Aéropédia. Les 2 premiers chapitres sont disponibles, ce n'est qu'un début. Maintenant, le plus important, comment peut-on l'obtenir? Vous pouvez l'obtenir facilement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Pendant les premiers jours, seulement les premiers jours, il sera à un prix promotionnel. Ceci n'est qu'une première étape. Pour agrandir la collection et discuter de plus d'avions, soutenez-nous. Indiquez en commentaire les modèles souhaités. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation intéressés par ces fascicules.
Ensemble, créons une encyclopédie qui atteindra toujours plus de personnes. Je vends ces chapitres car leur création prend beaucoup de temps. C'est aussi pour collecter des fonds afin de voyager dans divers musées aéronautiques ou assister à des shows aériens dans le monde, pour vous les montrer et continuer à produire du contenu toujours plus qualitatif. Tout cela soutient la chaîne pour créer du contenu de qualité, près des avions comme j'aime, afin de vous montrer des détails uniques sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.